Quel est le point commun entre l'univers complètement barré de One Piece, le concept du film Inception et la France? Quoi, tu ne trouves pas? C'est pourtant évident, c'est Dreamland bien sûr. Si seulement j'avais la phobie de coucher avec des actrices porno, vous imaginez un peu le pouvoir que j'aurais sur Dreamland? Oui, c'est beauf, mais en même temps, c'est l'éventail otaku sur Dreamland. Tu t'attendais à quoi? Salut à toi, fan de manga. Bienvenue dans ce 6e épisode de l'émission Éventail Otaku. Aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du manga français avec Dreamland. Dreamland est dessiné par l'auteur Renaud Lemaire. J'imagine que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est parce que tu connais déjà Dreamland, mais au cas où, voici un petit résumé vite fait, sinon tu peux utiliser le timecode pour passer cette partie, jeune galopin qui désire juste connaître mon suprême avis. Mais avant de commencer le résumé, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Dreamland est un manga français créé par Renaud Lemaire. Il a débuté en 2006 et en est à l'heure actuelle à son 21e volume. Cette série a rencontré un immense succès en France et va d'ailleurs bientôt recevoir une adaptation animée. Mais Dreamland, de quoi que ça parle? Terence Meyer est un ado de 18 ans, élève en terminale STG au lycée Mathès à Montpellier. Ça sent la baguette de pain, tout ça. Sa mère est morte dans un incendie alors qu'il n'était âgé que de 7 ans. Depuis ce jour, il a la phobie du feu. Un soir, alors qu'il fait un énième cauchemar de sa mère prisonnière des flammes, il finit par surmonter sa peur du feu. Ainsi, il obtient le pouvoir de contrôler le feu en devenant un voyageur, un être capable de voyager tous les soirs dans le monde des rêves, c'est-à-dire Dreamland. Durant son aventure, il va croiser plusieurs personnes de son entourage qui sont également des voyageurs et avec qui il finira par former un groupe très célèbre à Dreamland, les Lucky Stars. On appelle ça une French touch, mais moi je suis pas d'accord parce que pour connaître pas mal d'auteurs, on a tous une sensibilité, une volonté de raconter une chose différente. Donc si on devait donner un nom à cette vague, je dirais la No Japan Touch, tu vois. On n'a pas cette revendication d'être français et de vouloir à tout prix mettre notre récit en France, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, mais on fait pas comme les Japonais. Bon, là je sais que tu sais qu'on sait que ça transpire le béret, le vin et la bonne baguette de chez nous. Et oui, il est quasiment impossible de parler de Dreamland sans évoquer l'histoire et l'existence du manga français. Déjà d'une part, parce que même si certains avant Renaud Lemaire se sont déjà essayés à l'exercice, il est plus ou moins le pionnier le plus célèbre dans ce domaine. Car oui, c'est le premier auteur de BD à s'être aventuré sur le terrain du manga français à l'époque. Et d'autre part parce que c'est aussi totalement présent et assumé dans son œuvre qui nous dépayse totalement par rapport au manga traditionnel qui se déroule habituellement au Japon. Quand tu lis Dreamland, tu as une impression d'exotisme, alors que c'est notre paysage du quotidien qui y est présenté. C'est dire à quel point on n'y est pas habitué. Dreamland, ça a aussi ouvert la porte à une flopée d'auteurs français. Et par auteur français, je parle bien sûr de mangaka français. Parce qu'aujourd'hui, ça paraît évident, mais il y a plus de 10 ans, proposer un projet manga aux éditeurs français, ça restait un fantasme qui ne pouvait pas aller plus loin. Bon après, faut pas exagérer non plus. Aujourd'hui, ça reste chaud sa mère de se faire publier dans le domaine du manga en France. Mais c'est déjà plus envisageable grâce à des projets qui ont vu le jour comme Dreamland. Dreamland, c'est souvent le manga que tu poses sur la table quand tu veux débattre sur le manga français. Parce que ce n'est pas possible de passer à côté quand tu évoques ce sujet. On peut même parler d'un classique. Yes, j'ose le dire. Mais cette touche Frenchy n'empêche pas le manga d'être un bon shonen à l'ancienne comme on les aime. Renaud en exploite tous les codes, mais avec son style, ce qui donne une histoire à la fois classique par les codes qu'elle utilise, mais original étant donné son concept et son style graphique qui sortent du lot. Je ne sais pas si on peut dire que Dreamland est un isekai, mais en tout cas, il y a pas mal de similitudes aussi avec ce genre. La journée, Terence est un garçon comme tous les autres, ses seules préoccupations sont de sortir avec Lydia et d'avoir son bac. Il y a vraiment un côté très slice of life dans cette partie, mais avec une touche française. Des années 2000 qui nous paraît presque beauf, tellement on a l'habitude que les Japonais soient dans la retenue par rapport à nous. Même si ce n'est pas français du tout, je trouve qu'il y a une ambiance très American Pie aussi, quand Renaud Lemaire gère sa partie slice of life. Et je pense même que le manga
manga peut procurer une certaine nostalgie aux lecteurs qui ont connu les années 2000. Par exemple, à un moment de l'histoire, on voit Lydia et sa pote discuter sur MSN. Ça ne dira pas grand chose aux plus jeunes, mais clairement, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Le soir, les personnages se retrouvent à Dreamland, ce lieu où tout est possible, et Renaud Lemaire fait en sorte qu'il y ait un fil conducteur entre les deux mondes. Tout ce qui arrive à Terrence, dans le monde réel, a un impact sur lui à Dreamland. Par exemple, quand il finit complètement bourré à une soirée en s'endormant, il atterrit à Delirium City, le royaume du n'importe quoi. Mais si ce n'était que ça ne suffirait pas à faire durer la série, ou alors ce ne serait qu'une série comique. Renaud Lemaire développe aussi petit à petit son univers et son lore, en nous racontant une grande guerre qui va se produire à Dreamland. Quand il s'agit de Dreamland, il utilise plutôt le procédé du récit choral. C'est le procédé qu'utilise Game of Thrones. En gros, c'est quand on te montre le point de vue de plein de personnages dans le même univers, mais qui se rencontrent que à la fin. Pour ça, il utilise le personnage de Sean, pour nous montrer un autre point de vue que celui des héros. Parce que oui, Terrence et ses amis voyagent à Dreamland, mais ils n'ont pas vraiment conscience de comment ce monde fonctionne, ni qui en sont les chefs, etc. Sean, c'est une sorte de rival de Terrence. Il apparaît dans le tome 1, et sa relation avec Terrence est un peu similaire à celle de Sasuke et Naruto. Ils évoluent tous les deux dans Dreamland, mais en faisant des choix opposés. On ne sait pas grand chose de lui dans le monde réel, tout ce qu'on sait, c'est qu'il vient de Montréal, et qu'il n'est pas au courant qu'il a un frère jumeau. Ce personnage est très intéressant, car il évolue dans des endroits différents que ceux que Terrence explore avec sa bande, en particulier le royaume de glace. Ça nous permet d'avoir un autre point de vue sur le monde de Dreamland que celui des Lucky Stars. En plus, ça nous permet aussi de voir plus l'aspect politique, etc. de l'univers. Sean est quelqu'un de beaucoup plus sérieux que Terrence, même si au fur et à mesure qu'avance l'histoire, on constate qu'il prend Dreamland un peu trop au sérieux, peut-être même plus que sa vraie vie. Je suis quasiment sûr que Renaud Lemaire a quelque chose de précis à nous raconter et veut nous emmener dans une direction très précise avec ce personnage et cette thématique. Alors attention, je sais qu'il y a des petits malins qui vont essayer de me faire dire ce que je n'ai pas dit, mais il est vrai que l'on sent une grosse influence de One Piece dans le travail de Renaud Lemaire. Pas seulement de ce manga, mais en tout cas c'est la plus grosse influence que j'ai notée durant ma lecture. Tout le monde a ses influences. Toutes les œuvres que nous créons sont influencées par notre vécu, nos lectures, nos films, nos musiques, etc. On peut parler de la doxa. Je ne dis donc à aucun moment qu'il copie One Piece, déjà parce que c'est faux. Rien qu'au niveau du dessin, il y a un style qui est bien à lui et qui mélange parfaitement le shonen et la BD franco-belge, mais ça, on y reviendra après. Et aussi parce que l'histoire est drastiquement différente. Renaud Lemaire a autre chose à nous raconter que la quête d'un trésor, c'est son histoire. Toutefois, je trouve ça très intéressant de souligner l'amour de l'auteur pour la saga créée par Eiichiro Oda, et une volonté de lui rendre hommage. Car oui, dans Dreamland, il y a de nombreux clins d'œil complètement assumés à One Piece. Par exemple, on aperçoit une version de Sanji SF, celui qui lui a tout appris, version féline en train de se prendre la tête comme c'est pas permis dans la cuisine du royaume des chats. Parlons des royaumes. Il existe de nombreux royaumes dans Dreamland. Heureusement, Renaud Lemaire finit par nous dessiner une carte pour nous éviter cette impression de bordel constant. Parce que entre Relouland, le royaume araignée, le royaume canin, le royaume des chats, le royaume des déesses, on finit par se perdre et honnêtement, on finit aussi par avoir cette impression de bordel qui nous rappelle aussi One Piece. Par exemple, on a aussi le royaume des doutes, le royaume de glace, le royaume du feu, le royaume obscur, le royaume électrique et Mojoland, un lieu étrange où se trouvent les voyageurs qui viennent de faire leur première fois. Oui, Dreamland, c'est un univers vaste. Très vaste, voire limite plus vaste que celui de One Piece. Et ça peut faire peur. On pourrait se dire que Renaud Lemaire risque de se perdre dans tout ce bordel. Mais étrangement, non. Tout est plutôt bien géré, on s'attarde assez sur chaque lieu pour le retenir. Et juste avant, quand on commence à en avoir marre de Dreamland, l'histoire jongle avec Terrence qui essaie de séduire Lydia et d'avoir son bac à Montpellier, et vice versa. Du coup, on n'a jamais vraiment le temps de s'ennuyer parce que soit on est dans l'univers un peu Game of Thronesque où il y a une guerre qui se prépare et nos héros qui vivent leurs aventures à la One Piece, et d'un autre côté, on est sur Terre et on a le côté Slice of Life qui me rappelle American Pie comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour éviter le bordel des détecteurs dans Dragon Ball ou des numérotations de puissance de Seven Deadly Sins, Renaud Lemaire fait plutôt le choix de créer des ligues qui fonctionnent comme les rangs dans One Punch Man ou les avis de recherche dans One Piece, ce qui nous permet de comprendre immédiatement si un personnage est une menace ou non, sans avoir besoin de connaître sa puissance exacte. On a aussi le Dream Mag, qui fonctionne comme les journaux de One Piece. Ça permet à l'univers de Dreamland de connaître les exploits de Terrence et sa bande. Ça permet aussi au lecteur de vraiment sentir que les héros évoluent dans un univers qui est plus grand qu'eux. Ça contribue à étendre encore l'univers de Dreamland et à le rendre plus palpable, plus crédible, en lui donnant de la consistance. Et pour les pouvoirs, l'idée de faire des peurs des voyageurs leurs pouvoirs est une idée vraiment intelligente, car ça permet vraiment d'avoir une énorme panoplie de pouvoirs originaux.
sans parler du développement de personnage, parce que sur le plan psychologique, ça demande sûrement un certain effort d'augmenter sa puissance avec un pouvoir basé sur sa propre phobie. Renaud Le Maire a trouvé une astuce pour avoir une flopée de pouvoirs originaux à l'image des fruits du démon de One Piece. Bon, on n'échappe pas non plus au cliché du pouvoir du feu, de la glace, etc. Mais on a aussi de l'autre côté un mec qui a le pouvoir de faire tomber des météorites, ou Eve qui combat avec son t-shirt et son string, ou encore le pouvoir de l'infini, sans parler du pouvoir des balançoires qui reste le meilleur. Bref, il y a une touche One Piece dans Dreamland, ainsi que celle d'autres œuvres dans le manga Dreamland. Et Renaud Le Maire arrive vraiment à mélanger tout ça à sa sauce pour nous offrir un univers très riche et en couleurs, et surtout avec sa patte bien à lui. Maintenant, parlons des personnages. Les personnages de Dreamland sont l'un des points forts du manga. Chacun d'entre eux a une histoire captivante et des capacités loufoques qui permettent d'en faire des héros intéressants à suivre. Terrence, le personnage principal, est un gros glandeur super mou. Tout le contraire d'un héros de shonen qui n'attend que de se castagner tel un Goku ou un Luffy. Je craignais un peu que l'univers de Dreamland ne soit trop ambitieux d'ailleurs pour notre jeune Terrence qui, arrivé au tome 10, ne sait toujours pas se battre ni dans la vraie vie ni sur Dreamland. Il arrive tout juste à s'en sortir grâce aux allumettes qu'on lui a confiées, mais curieusement, ce héros faible et pas motivé fonctionne plutôt bien. Grâce au passage du monde réel, on arrive à s'attacher à lui et à se reconnaître dans ses problèmes, en particulier quand il essaie de sortir avec Lydia. Et comme Dreamland se passe dans le monde des rêves, on va dire qu'avec le pacte consenti d'incrédulité, on arrive à accepter que Terrence survive face à Attila et tous les dangers présents à Dreamland. Et comme le manga est très axé sur l'humour, le fait que Terrence soit malade ou qu'il gagne par chance contribue au gag. Ce n'est donc pas gênant. Renaud Le Maire arrive tout de même à lui rajouter de la dramaturgie, notamment grâce à son objectif. Terrence veut atteindre Edenia, le monde des morts, pour y voir sa mère. En somme, plus la série avance et plus Terrence devient intéressant. Et mine de rien, pour les passages sérieux, Renaud Le Maire arrive à le rendre plutôt badass. Maintenant parlons de Savane. Bon, on ne va pas se mentir, c'est le Zoro de Dreamland. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, Savane, c'est Zoro. S'il craignait les poissons et qu'il vivait à Montpellier. Bon, blague à part, Savane est le bras droit de Terrence, même si en vrai, c'est lui le plus fort de la bande dans la première partie de l'histoire. Il sauve la peau des Lucky Stars à plusieurs reprises. Savane a une allure de délinquant, il porte 2 boucles d'oreilles rouges, il a des yeux de couleurs différentes, bleu et vert, et a des cheveux vert turquoise, ainsi qu'une cicatrice à un sourcil. Il est musclé et agile, et considéré plutôt comme beau gosse, il plaît aux filles. D'ailleurs, c'est lui qui prodigue des conseils de drague à Terrence. Bref, c'est le pote qu'on voudrait tous avoir à la fois sur Dreamland et sur Terre. À Dreamland, il est plus tête brûlée, n'hésitant pas à défier les voyageurs les plus forts qu'il croise, avec pour objectif de devenir le plus fort de Dreamland. Il a le sang chaud et cède facilement à ses pulsions. Savane est le personnage le plus intéressant de la bande, déjà parce qu'il a toutes les caractéristiques du héros de shonen, mais pas seulement. Il a souvent des conflits intérieurs qu'il ne partage pas avec le reste de la bande. Parfois, j'ai même l'impression que Renaud Le Maire se sert de lui comme un narrateur. Par exemple, il est le seul à avoir vraiment conscience de la véritable force de Terrence. Du coup, il en vient presque à se méfier de lui. Savane souffre dictiophobie. Bon, la peur des poissons. C'est-à-dire qu'il craint les poissons et les créatures marines. Il fait partie de ces personnages dont tu ne sais vraiment pas à quoi t'attendre quand il se bat. Tu ne sais jamais quelle invocation il va sortir, c'est le sidekick parfait. Il entraîne, fait la morale ou ramène Terrence sur Terre plusieurs fois dans la série. Leur amitié est une des véritables forces du manga, à tel point que dès qu'il traverse des phases de doute, tu as peur qu'il abandonne la bande et parte de son côté. Saba Maluki est un voyageur sans pouvoir, un cas rare à Dreamland. Il possède néanmoins le pinceau du destin, un objet magique très pratique. Saba sert clairement à détendre l'atmosphère avec son rôle de comic relief. Il nous rappelle tous ce pote qui ne pense qu'à fumer des pétards toute la journée. Ça se voit tellement que Renaud Le Maire s'inspire de son entourage personnel, même voire de lui-même. Saba est un personnage qui permet un peu de détendre l'atmosphère. Il est lâche et s'enfuit tout le temps. À ce titre d'ailleurs, il me rappelle Usopp. Mais en même temps, tu sens que Renaud s'éclate avec ce personnage car à chaque fois qu'il fuit et qu'il s'égare trop loin, Saba finit toujours par découvrir par pur hasard les endroits ou les objets secrets les plus convoités de Dreamland. Et enfin, Eve. Eve a un caractère bien trempé et une grande gueule, comme dirait Terrence ou Savane. Elle est très vulgaire et irrespectueuse, mais sous ses airs de bimbo, elle a aussi un côté plus gentil. C'est avec ce personnage que tu sens que Renaud Le Maire tenait à s'éloigner des standards japonais dans son histoire.
Eve, c'est l'opposé de tous les personnages féminins de manga. Elle est bien loin la lycéenne japonaise timide, Eve n'a aucune pudeur elle. Mais on découvrira assez tôt que c'est parce qu'elle a été mise à l'écart et complexée par son corps dans le passé. Ce fort caractère sert en fait à cacher une fille bien plus douce qu'on ne pourrait l'imaginer. D'ailleurs, à la stupéfaction de tout le monde, elle semble s'intéresser à Terrence. Voilà, c'est la bande des Lucky Stars, tous les 4, ils parcourent Dreamland tous les soirs, pas étonnant que ce soit mis sans dessus dessous après leur passage. Le style de dessin de l'auteur évolue au fil du temps. Les premiers tomes manquaient de détails et de décors. On sent en tout cas dans son style à ses débuts qu'il se cherche. On a presque l'impression de voir un scientifique tester diverses expériences. Et comme il change souvent d'assistant, on a souvent des décors dessinés avec des styles complètement différents. C'est donc très difficile au début du manga de vraiment reconnaître sa patte artistique. Mais en même temps, c'est ce qui fait la signature du manga et le fait que Dreamland est un pionnier du manga français, c'est ce côté aussi manga qui se cherche, auteur qui se cherche et style de dessin qui se cherche. Heureusement, au fil des tomes, ça se stabilise petit à petit. Je ne sais pas s'il travaille avec une équipe officielle à présent ou s'il change encore d'assistant, mais clairement, au niveau des décors, ça s'est pas mal calmé. Et dans les derniers tomes, on sent une nette amélioration. Aujourd'hui, il a un style bien défini qui va très bien avec sa personnalité et ce qu'il a envie de raconter. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. On voit que toutes ces années de travail ont fini par payer car les dessins de Dreamland sont reconnaissables entre mille. Alors, pourquoi est-ce que je dis que Dreamland a les mêmes qualités et défauts qu'One Piece? Tout simplement parce qu'au début de l'histoire, il y avait 50% de moments qui se passaient dans le monde réel et 50% sur Dreamland, dans chaque tome. Et franchement, c'était très bien équilibré. Mais l'ampleur du lore et le nombre impressionnant de personnages a fait que plus l'on avance dans l'histoire et plus les tomes étaient centrés sur Dreamland. J'aimais vraiment bien cet équilibre entre le slice of life et le manga d'aventure qu'il y avait au début. Et le problème, c'est que même si j'adore les mangas de combat, il y a énormément de bastons sur Dreamland, vraiment beaucoup. Il y en a quasiment autant qu'il y a de personnages et parfois ça fait vraiment un peu trop. Je pense notamment au Celestia Fest qui était vraiment éprouvant pour moi. Heureusement, à partir du tome 20, l'histoire entame sa deuxième phase et on revoit nos héros vivre leur quotidien. On voit Eve passer son permis après 10 tomes de baston et vraiment ça fait du bien. Bien sûr, le Celestia Fest, ce n'était pas que ça évidemment, mais pour résumer, c'était quand même beaucoup de combats. D'ailleurs, dans l'ensemble, si je devais résumer mon avis, je dirais que Dreamland, en dehors des particularités qui lui sont propres, possède plus ou moins les mêmes qualités et défauts qu'One Piece, c'est-à-dire que l'univers est bien développé, très vaste, de plus en plus crédible, et en même temps, c'est ça aussi le problème que j'ai avec Dreamland et One Piece, c'est que c'est trop riche. Il y a trop de personnages, trop de royaumes, trop de sous-intrigues en même temps et à mon avis, plus l'histoire va avancer et plus ça va être compliqué pour moi de tout suivre quand je vois comment on m'a perdu au Celestia Fest. Après, attention, je ne dis pas que c'est mauvais, loin de là. D'ailleurs, si on se base sur le succès de One Piece, visiblement il y a plein de personnes qui apprécient les univers immense et vaste. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé parce que du coup, j'ai énormément de mal à me souvenir de tous les personnages et de tout ce qui s'est passé au détail près dans le manga. Je pense sincèrement que c'est pas une histoire de nombre de tomes parce que par exemple Dragon Ball, je me souviens à la bulle près de ce qui se passe. Pareil pour Bleach, mais dans One Piece, c'est très difficile pour moi de me souvenir d'absolument tout ce qui s'y passe. Et Dreamland, c'est un peu le même délire. On en est qu'au tome 20 et par rapport à quand j'en étais au tome 10, j'ai déjà énormément de mal à vous faire un résumé de l'histoire. Par exemple, si tu me demandes de citer tous les personnages de Dreamland, ce sera impossible pour moi, il y en a beaucoup trop. Le problème avec un monde imaginaire comme celui de Dreamland, c'est que tout est possible et envisageable. Il y a une infinité de possibilités et visiblement Renaud Le Maire s'éclate en exploitant son univers à fond, ce qui est une très bonne chose. Et dans l'ensemble, j'arrive à suivre la trame principale. Mais Dreamland, ça fait partie de ses œuvres pour les fans hardcore qui adorent relire les tomes une centaine de fois et inspecter toutes les cases pour trouver tous les foreshadowing ou indices sur la suite. Mais moi, c'est pas ma tasse de thé, j'aime bien lire une série et puis lire une autre série après. Ça veut pas dire que je peux pas être fan. Bref, après c'est du pinaillage. J'ai lu Dreamland entièrement et j'ai plutôt passé un bon moment. Renaud Le Maire aborde de nombreux thèmes de la vie de jeunes adultes comme les soirées étudiantes, l'alcool et la drogue, les premiers vrais amours, l'évolution vers l'âge adulte, etc. Tout ça mélangé avec des aventures farfelues permet à Dreamland d'être un shonen très divertissant et agréable à lire. En conclusion, Dreamland est un manga français qui a su conquérir le cœur du lectorat français, ce qui n'était pas gagné. Son histoire, ses personnages,
son style artistique unique qui en fait une série incontournable dans le paysage manga et surtout dans le paysage manga français. Dreamland a un style assumé à 100% et ne prend pas de demi-mesure. Par conséquent, je pense que c'est un manga qui ne pourra pas plaire à tout le monde. Mais en même temps, c'est grâce à cette patte propre à Renaud Lemaire que ce manga a rencontré un succès. Et je ne peux donc que l'encourager à continuer sur cette voie et à s'investir et à mettre autant de sa personne dans son œuvre comme il l'a toujours fait. On se retrouvera peut-être pour une partie 2 quand le manga sera terminé, mais pour l'instant ça m'a l'air d'être encore loin et tant mieux. Voilà, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous encourage vivement à le faire. Et si vous êtes déjà un fan de Dreamland, n'hésitez pas à partager vos avis et vos opinions dans les commentaires. C'est tout pour cette analyse de Dreamland, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu sur le manga. Et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à bientôt sur un éventail otaku.